Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui concerne les sorties de novembre et comme d'habitude je vous ai fait une petite liste de 10 titres, 10 pas plus, des livres qui me tentent le plus pour ces sorties de novembre. Alors encore une fois, si je ne fais que 10 titres, c'est parce que j'ai envie de vous parler vraiment que des sorties qui m'intéressent le plus. Le but c'est pas de vous faire une liste exhaustive de toutes les sorties de ce mois-ci. Et puis en général quand il y a des suites de sagas qui sortent mais que je suis pas à jour, je les inclus pas. J'en parlerai légèrement à la fin mais ceci explique cela. On va commencer tout simplement le 1er novembre aux éditions Plume Blanche avec Teasery, le choix d'Astar écrit par Alexiane Delis. J'ai jamais encore lu du Alexiane Delis mais j'en ai entendu plutôt de bonnes choses. En tout cas ce livre c'est l'histoire de Teasery donc qui est une jeune fille qui vit dans un monde un peu particulier. En fait suite à un espèce de cataclysme, les humains survivants se sont réfugiés dans un espèce de dôme dans une région africaine qui est un peu protégée du reste parce que en gros il y a eu des créatures, des éléments qui ont rendu le reste de la terre complètement inhabitable. Teasery c'est une jeune fille qui est albinos et qui du coup est surnommée Blanche par ses pairs et surtout elle a un rôle essentiel, c'est que c'est une chasseuse. Du coup elle est chargée de ramener la nourriture sauf que vu qu'elle se raréfie de plus en plus et qu'elle n'arrive plus à chasser, Teasery elle décide de s'aventurer au-delà du dôme et en fait en s'aventurant au-delà elle se rend compte que ce qu'on lui a dit sur un océan je crois qui tombe, il est beaucoup plus loin. En fait elle se rend compte que tout ce qu'on lui a dit c'est pas forcément la vérité et elle va explorer ce monde. Du coup si j'avais des petits mots clés à mettre sur ce titre, ce serait émancipation, anticipation, écologie et créativité. Je vais essayer comme ça de vous mettre des petits mots clés pour les sorties. En tout cas je sais pas si cette sortie vous tente mais moi elle me tente grandement. Ça me fait penser à pas mal de choses, de séries un peu SF que j'ai pu voir avec voilà, une vie un peu protégée où on leur dit que le dehors en fait c'est super dangereux alors que pas forcément et je me dis pourquoi pas. En plus les éditions Plume Blanche je m'y intéresse de plus en plus et j'ai entendu de très bonnes choses sur l'autrice. Le 2 novembre les éditions Odile sortent le nouveau roman de Lisa J. Wells, il s'agit de Rentre avant la nuit. Dans cette histoire on a une jeune fille qui s'appelle Tallulah qui a 19 ans et qui a déjà un enfant en bas âge et qui comme toutes les jeunes filles de son âge sort en soirée. Du coup elle confie l'enfant à sa mère sauf qu'en fait elle ne rentrera jamais. Et malgré des enquêtes, malgré que sa mère la mère donc de Tallulah se soit battue, l'affaire est complètement classée. Mais 2 ans après, la mère de Tallulah, elle a un petit peu refait sa vie, elle a un nouveau compagnon et il s'installe dans un pensionnat puisque son compagnon a obtenu le poste de directeur. Et elle trouve un mystérieux petit bout de papier qui indique « Creuse ici ». Est-ce que ça va déterrer les vieilles affaires et les secrets qui pourraient peut-être concerner la disparition de sa propre fille? Je pense. Là, pour les mots-clés, je dirais suspense, amour maternel, disparition et cold case. Le 2 novembre, et c'est loin d'être le dernier, sort chez les éditions Big Bang Forgery of Roses de Jessica S. Olson. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mira et qui a un talent un petit peu particulier. C'est qu'en fait, elle peut, en dessinant, modifier le corps de ses modèles. C'est un don un peu spécial et aussi un petit peu dangereux, du coup elle évite d'en faire l'étalage, elle évite de le crier sur tous les toits, sauf qu'un jour une vieille femme qui a perdu son fils la prend et la fait chanter en fait en lui demandant de ramener son fils d'entre les morts grâce à son don. Mira elle la suit donc dans son manoir et elle va faire la rencontre du frère donc du défunt avec qui va peut-être se nouer une petite relation. Ce livre je l'ai déjà en VO et je vais essayer de le lire juste avant pour pouvoir vous en parler parce que c'est une sortie qui m'a l'air très attendue. En tout cas j'aime beaucoup la couverture française. Je sais pas si c'est sûrement repris d'une couverture VO mais ça doit être repris de la couverture anglaise je pense parce que moi j'ai la version américaine. En tout cas la couverture me plaît beaucoup, je la trouve très jolie et donc je vais essayer de le lire en anglais un petit peu avant pour pouvoir vous donner mon avis dès sa sortie. En tout cas en ce qui concerne les mots-clés, vu qu'on est sur un conte très macabre, très gothique, et il y a pour moi un gros lien avec Mexican Gothic par exemple, on va être sur gothique, manoir, pouvoir et art puisque le dessin, voilà, c'est un titre que j'attends beaucoup, je suis très contente de lire avant qu'il sorte en français
parce que j'avais beaucoup aimé Mexican Gothic et de base pour cette période j'aime beaucoup les histoires un peu gothiques, un peu sombres, un peu limite presque dégueu hein. Parfois dans les histoires gothiques il y a des petits passages, mais voilà, je trouve que c'est parfait pour la saison. Essayez de pas trop le lire en décembre hein, pour les fêtes de Noël, je pense que c'est pas trop d'actualité. Il aurait peut-être même pu sortir un petit peu avant, mais en tout cas voilà, c'est un titre que j'ai vraiment envie de lire rapidement et je vous en parlerai très vite. Le 2 novembre, toujours chez les éditions Hauteville, mais pas suspense cette fois, plutôt historique, sort Sous les soleils de Kiev de Erin Liteken. J'ai reçu ce roman en service presse et je vais essayer aussi de le lire à peu près au moment de sa sortie pour pouvoir vous faire un retour et vous dire s'il vaut le coup. En tout cas, on est dans les années 29, 28, 29, quelque chose comme ça. Et on est en Ukraine et on va voir les troupes de Staline en fait qui vont débarquer en Ukraine et qui vont commencer à un petit peu imposer voilà, leur mentalité, leur façon de penser. Notamment en ce qui concerne l'agriculture collective, je crois qu'on va suivre une fille d'agriculteur, enfin du moins on va être vraiment dans ce milieu là je crois au début et évidemment ça va pas plaire à tout le monde, il va y avoir de la résistance et on va suivre en parallèle la petite fille donc de cette jeune femme qui va découvrir le carnet de son aïeul et qui va découvrir son histoire. Il y aura sûrement un parallèle avec son histoire. Vous l'aurez compris, c'est une histoire qui est plutôt historique, qui s'inscrit dans une double temporalité et un petit peu à la Lucinda Riley. Moi j'aime beaucoup ce genre de récit. Après je sais qu'en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine ça risque d'être aussi très dur à lire parce qu'on peut vraiment faire des parallèles. Voilà, j'espère que ce sera pas trop dur à lire, mais en tout cas c'est un titre qui me tentait beaucoup. Mais en ce qui concerne les mots-clés, je dirais historique, résilience, guerre et double temporalité évidemment. Voilà, c'est un titre qui promet d'être assez émouvant, mais c'est pas le seul titre de ce genre, vous allez voir dans ce mois de novembre. J'ai l'impression que le mois de novembre c'est le mois des romans historiques sur fond de guerre avec plusieurs temporalités. Voilà. Soyez prévenus, ça arrive. Ensuite, toujours le 2 novembre, mais cette fois chez Pygmalion, sort l'intégrale reliée, la nouvelle réédition du Trône de Fer, donc l'intégrale 1, donc par George R.R. Martin. Vous ferai-je la fond de vous raconter de quoi parle Game of Thrones? Bon, je vais le dire quand même pour ceux qui ont envie, on sait jamais. C'est l'histoire en fait d'un royaume avec plusieurs espèces de duchés en fait, qui est dirigé par le roi qui s'assied sur le trône de fer. Et vous avez Robert Baratheon qui est le roi de l'époque, qui fait venir son plus proche ami, son vieil ami Ned Stark, qui est l'espèce de lord en fait, enfin le duc en gros du duché de Winterfell, qui est donc le seigneur en fait. Et il le fait venir à Port-Réal, donc à la capitale, parce que son ancienne main, qui est un petit peu son premier ministre, est morte. Sauf que en fait il est marié à une certaine Cersei Lannister qui a essayé de tuer le fils de Ned. Donc autant vous dire que ça s'annonce bien déjà, les retrouvailles à Port-Réal. Et puis bon, après vous connaissez tous l'histoire de Game of Thrones, c'est aussi l'histoire de Daenerys qui est la dernière des Targaryens et qui va renaître un peu, enfin du moins faire renaître la famille Targaryen grâce au fameux dragon qu'il avait l'habitude de chevaucher. Et voilà, puis ben, forcément politique, guerre, voilà, vous avez tous vu la série ou presque. Donc je sais pas pourquoi je vous fais un résumé, mais quand même, on sait jamais. Là évidemment on est sur de la high fantasy avec des complots politiques, une densité d'univers et des dragons. Voilà pour les mots-clés, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, toujours le 2 novembre, mais cette fois chez Faubourg Marigny, sort La fille qui s'échappa d'Auschwitz de Ellie Midwood. Je vous l'avais dit, hein, les romans historiques sur fond de guerre en novembre, voilà, il y en a pas mal. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui a donc été déportée au camp d'Auschwitz. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et qui a servi d'interprète en fait entre les SS et les détenus, ce qui lui a permis une position un peu particulière. Et surtout, elle a essayé grâce à cette position de pouvoir améliorer les conditions de vie en fait de ses co-détenus. Et puis les siennes aussi. Et un jour, elle tombe amoureuse d'un résistant et ils se promettent en fait qu'ils vont s'échapper. Lui, il a déjà un plan, il a une idée, il fait partie de la résistance et ils se promettent qu'ils vont soit mourir ensemble, soit s'échapper ensemble. Je pense que ça risque d'être une histoire aussi très émouvante avec un fond de guerre. J'espère que les scènes en fait sur les sévices qui ont été faits aux juifs pendant cette période ne seront pas trop difficiles à lire. Il y en aura forcément un, mais j'espère que ce sera pas trop difficile à lire. En tout cas, c'est un titre qui m'a l'air bourré d'émotions, qui a l'air
incroyable. Et pour avoir eu pas mal de retours déjà des Flamboyants, c'est-à-dire le groupe partenaire de Faubourg Marigny dont je fais partie depuis quelques jours car j'ai été prise pour la promotion de 2023. Mais du coup en fait on est dans un groupe de discussion avec aussi toutes celles qui étaient déjà partenaires pour 2022 ou même 2021 et toutes celles qui l'ont lu en fait ne font que nous dire qu'il est incroyable, donc forcément ça donne très envie de découvrir ce titre. Là sur les mots clés je pense qu'on peut partir sur donc histoire vraie, Seconde Guerre mondiale forcément, amour et évasion. Le 3 novembre, et oui on a changé de date, ça y est, chez les éditions Hugo Stardust sort Le Manoir de Lex Age de Lyndall Clipston. Alors là, un petit peu comme Forgery of Roses, je pense que ça aurait pu être sorti un peu plus tôt puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Violetta et qui arrive avec son frère au manoir de Lex Age qui a une certaine histoire, voilà, tout le monde pense qu'il est un petit peu hanté, il y a des rumeurs qui tournent, ils s'attendent à voir des monstres, enfin ce genre de choses. Et puis surtout il y a un jeune homme dont on dit qu'il aurait noyé sa famille entière. Violetta elle va tomber amoureuse de lui, mais elle va également se sentir vachement attirée par une certaine part de ténèbres qui est à la fois dans le garçon mais également dans le lieu en fait, qui serait apparenté au dieu de la mort qui rôderait en fait dans les eaux troubles et noires du lac, duquel Violetta se sent vraiment très attirée. Donc voilà, c'est un roman qui s'annonce dans la lignée plutôt là, peut-être un petit côté La malédiction de Highmore je pense. Voilà, enfin peut-être pour le côté eau je pense, parce qu'ils étaient sur une île, il y avait beaucoup de l'histoire de tempête, voilà, c'était très récurrent ces descriptions d'eau, de tempête. Donc ça me fait forcément un petit peu penser à ça, mais il y a beaucoup, voilà, c'est du gothique, c'est du macabre, on est sur une histoire qui va être un petit peu sombre, qui va être un petit peu flippante, avec un peu de suspense, voilà, avec des monstres, voilà, des choses un peu surnaturelles. Donc bah forcément les mots-clés pour moi là ce serait gothique, manoir, monstre et malédiction, parce que je pense qu'il y a une histoire de malédiction derrière tout ça. Voilà. En tout cas, c'est encore un titre qui me fait très envie parce que tout ce qui est conte gothique, voilà, ces derniers... Pour le mois d'octobre, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est pour ça que je pense qu'ils auraient mieux fait de le sortir en octobre. En même temps, il y avait déjà tellement de sorties en octobre qu'il fallait bien regarder pour novembre. Après, voilà, moi je considère que jusqu'à mi-novembre, on est encore dans cette ambiance un peu spooky, un peu Halloween. Après, c'est Noël. Faut pas déconner. Le 4 novembre sort chez La Martinière Jeunesse le roman de la lauréate du concours qui a été parrainé par Sarah J. Maas. Enfin, parrainé par Sarah J. Maas. Elle a juste signé un truc et il y avait son nom, hein, mais voilà. C'était le concours d'écriture de La Martinière Jeunesse. Et du coup, la personne qui a gagné, c'est Laetitia Lajoigny avec Le Serment des Traqueurs. Et alors, pour être très honnête, je m'étais pas vraiment intéressée à ce titre. Parce que, je sais pas, la couverture m'attirait pas plus que ça. Parce que je trouvais que le coup de la promo, le concours, voilà, ça m'attirait pas plus que ça, et j'ai lu le résumé en me disant on regarde quand même, et finalement il y a peut-être matière. On est dans un monde où en fait les hommes ont abusé de la magie et à cause de ça les forces obscures se sont rebellées contre les hommes et du coup il n'y a plus que deux tribus qui s'affrontent. C'est un petit air pour moi de teaserie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans ces deux clans ennemis on a les traqueurs dont fait partie Aine et les protecteurs dont fait partie Inae. Ces deux clans sont totalement opposés, ce sont des clans ennemis et pourtant les deux jeunes femmes, enfin je pense que ce sont des femmes vu les noms, vont devoir collaborer ensemble. C'est peut-être en fait la réunion de ces deux personnes qui va pouvoir apaiser les forces obscures, le monde pour qu'il redevienne un peu habitable. Je sais pas s'il y a une romance entre deux femmes dans ce roman, mais le synopsis m'y fait en tout cas grandement penser. Mais voilà, moi c'est ce côté, la Terre est devenue un peu hostile, même si là c'est une question de magie, et du coup il y a des petits clans qui sont isolés, qui se battent les uns contre les autres. Je trouve que ça peut franchement avoir du potentiel, et je me dis pourquoi pas, en plus c'est bien d'avoir des auteurs français qui puissent être mis en valeur un peu plus encore. En ce qui concerne la fantasy, même si je vous dis ça, mais moi je lis beaucoup d'auteurs américains, donc je ne suis pas mes propres conseils, mais voilà, je me dis que potentiellement ça peut être plutôt sympa. Là du coup je pense qu'au niveau des mots-clés, déjà on est dans du fantastique, je dirais force obscure, peut-être enemies to lovers, et coopération. Ensuite, le 10 novembre sort chez les éditions Charleston Le Domaine de l'héritière de Lucinda Riley. Ça y est, c'est la dernière, je crois que c'est le dernier roman qu'on aura de Lucinda Riley.
J'espère pas, j'espère qu'il y a encore des petites pépites qui sont cachées dans ces bureaux qui ont été retrouvés, de choses qui n'ont jamais été publiées peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un titre que j'attends beaucoup pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que Lucinda Riley, j'aime beaucoup son écriture et que j'arrête pas de me dire qu'il faut que je la découvre dans autre chose que Les Sept Sœurs, donc il va falloir s'y mettre, tout simplement. Et puis parce que je suis un peu chauvine, faut pas se mentir. Déjà le roman se passe en France, on est content, et en plus l'héroïne principale s'appelle Émilie. Parce que oui, ceux qui ne le savent pas encore, mon vrai prénom c'est Émilie et pas Emilia. C'est juste un pseudo, la bibliothèque d'Emilia, mais du coup Émilie c'est mon vrai prénom. Donc on va suivre Émilie de la Martinière qui en 1998 se retrouve dans un vieux manoir en Provence dont elle a hérité. Et en fait elle est un petit peu seule dans ce manoir qu'elle avait un peu fui pendant plusieurs années. Et en revenant là-bas, elle retrouve quand même quelques souvenirs de son enfance. Bon après par contre il est un peu dans un état, il a été un peu laissé à l'abandon on va dire. Mais voilà, elle va reprendre un petit peu goût à son enfance en retrouvant de vieux souvenirs. Et surtout, elle découvre un recueil de poèmes de son aïeule, Sophia, qui a été renié un petit peu de la famille parce qu'elle a dû fricoter avec quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû je pense. Peut-être même un Allemand. Je m'avance un petit peu, mais France, guerre, à mon avis c'est un Allemand. Bref, en tout cas, elle va découvrir via les poèmes de son aïeul ce qu'elle a pu vivre et peut-être même comprendre ce qu'elle a pu vivre et peut-être même restaurer sa mémoire, je pense. Voilà, c'est un roman encore historique, sûrement qui va parler de guerre, je pense, avec une double temporalité. Je vous avais dit, hein, il y en a pas mal ce mois-ci, mais c'est un roman qui me tente beaucoup et comme je vous dis, hein, je suis très chauvine, donc forcément, Émilie, France, j'achète. Plus sérieusement, c'est surtout que j'aime beaucoup la plume de Lucinda Riley. Je sais que malheureusement, ben voilà, on est voué à ne plus avoir de roman de cette autrice vu qu'elle est malheureusement décédée. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup la couverture, les couleurs, ce violet, ces roses, voilà, ces petites touches aussi de chaud avec du orange, enfin voilà, je trouve que la couverture est très très jolie. Du coup là j'imagine que en ce qui concerne les mots-clés, on va être sur historique, amour interdit, double temporalité et guerre. Voilà, je pense qu'on est en plein dedans. Et enfin, le dernier roman de cette sélection, il sort le 24 novembre aux éditions de l'Archipel. Il s'agit du Chalet et c'est écrit par Catherine Cooper. Alors là, on va être sur une histoire à double... Enfin, une double histoire. À la fois, on va suivre en 1998 deux jeunes hommes qui invitent leurs petites copines respectives dans un chalet en montagne pour aller skier. Sauf qu'il y en a un qui ne rentre jamais. Voilà. Et en 2020, on va suivre deux couples qui sont tous... Donc les 4 personnes sont liées de près ou de loin à cette histoire et ils vont tous, donc ils retournent dans ce chalet. Mais quelle bonne idée hein, de retourner à cet endroit qui abrite tellement de bons souvenirs. Vraiment ça pour le coup je trouve que c'est quand même un peu, voilà, ils cherchent un petit peu la mouise quoi. Sauf qu'il y en a un, peut-être parmi les 4, peut-être extérieur à ces 4, qui sait ce qui s'est passé et qui veut se venger et qui va... les mettre en garde, voilà en gros. Du coup là on est vraiment au niveau des mots-clés sur huis clos, montagne, cold case et secret je pense, voilà. C'est un titre qui peut vachement m'intéresser parce que j'aime beaucoup les huis clos et en plus la montagne, le chalet, voilà pour début janvier ou février ça peut être un roman assez sympathique qui peut bien être dans l'ambiance, voilà. Puis comme je vous disais, moi les huis clos avec un petit peu vous savez, le qui l'a fait, voilà, ce qui l'a fait, c'est un truc que j'aime bien dans les romans à suspense ou policiers, donc c'est un roman qui m'a un petit peu titillée, voilà, et que je pense mettre sur ma wishlist assez rapidement. Alors évidemment, cette liste, comme je vous disais, elle est non exhaustive. Il y a toute l'histoire déjà des deux Sexus qui ne font qu'être repoussés, donc lesquels vont sortir effectivement en novembre. Je ne sais pas, mais il y en aura sûrement un ou deux. Et puis il y a quelques suites de sagas dont je n'ai pas lu encore tous les tomes disponibles, donc ils sont moins sur ma liste de j'ai absolument envie de les lire parce que je sais que j'ai déjà des tomes rattrapés. Je pense notamment au tome, je crois que c'est 3.5 du Prince Cruel sur le Prince Cardan. Il y a le tome 3 ou 4 de Three Dark Crowns que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Il y a le tome 8 je crois des détectives du Yorkshire et j'en suis qu'au tome 1, enfin bref. Voilà, il y a quelques sorties de saga mais vu que j'en suis pas encore, c'est pas sur ma wishlist prioritaire quoi. On va rester déjà sur ce que j'ai envie de lire et puis surtout il faudrait que je continue mes sagas, voilà. Mais ça c'est une éternelle question, si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez, voilà, c'est un problème chez moi, les suites de sagas, mais on va remédier à ça déjà
j'en ai fini pas mal cette année, sur celles qui étaient disponibles, je trouve que je suis assez fière de moi, mais on verra tout ça dans le bilan de l'année qui est pas encore pour tout de suite, mais je pense qu'au niveau finir mes sagas, je m'en suis finalement pas trop mal débrouillée cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec les petits mots-clés et puis surtout que ce micmac de à la fois conte gothique et roman historique à double temporalité, parce que clairement il y avait quasiment que ça, mais en même temps c'est deux genres que j'aime beaucoup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous tente dans cette sélection, et si jamais il y a un titre que je n'ai pas cité mais qui vous tente trop, c'est genre le top de votre wishlist, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'ai peut-être pas assez bien regardé le livre et à y réfléchir, peut-être que je l'ajouterai à ma wishlist. En tout cas, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un like, voilà, ça fait toujours très chaud au cœur de pouvoir vous parler via mes vidéos. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.